La famille de mon fiancé m'a jeté un contrat de mariage sous le nez. Sa mère a souri et a dit, on s'assure juste que tu ne repars avec rien. Salut, je suis Odile. Le jour où sa mère a fait glisser un contrat de mariage sur la table, elle a souri et a dit, c'est juste pour être sûr que vous ne repartirez avec rien. Et lui, mon fiancé, Gaspard, est resté assis là, silencieux. Il pensait que j'étais désespéré, jetable, une remplaçante en attendant l'arrivée du véritable héritier. Mais il n'avait aucune idée. Je venais du silence, mais je n'y suis pas resté. Quand j'ai hérité de 29 millions d'euros, leurs visages m'ont tout dit. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand la femme qu'ils ont essayé d'effacer devient celle qui réécrit l'histoire? Avant de plonger, dites-moi d'où vous écoutez en ce moment et vous a-t-on déjà dit de rester à votre place, juste avant que vous ne renversiez la table? C'était un mercredi après-midi quand l'enveloppe est arrivée, épaisse, couleur crème, le genre de papeterie qu'on n'envoie pas juste pour un dîner. L'adresse de l'expéditeur, en feuille d'or, indiquait « Lambert ». Pas de prénom, pas le moindre soupçon de chaleur, juste leur nom de famille, comme s'ils portaient le poids de l'argent ancien et des jugements plus anciens encore. Je les regardais longuement sur le comptoir de la cuisine, sirotant un café tiède et écoutant le bourdonnement de mon vieux ventilateur de plafond à Bordeaux. Je savais déjà ce que c'était, une invitation. Quand je l'ai enfin ouverte, le texte ressemblait à une proclamation de mariage du siècle dernier, vous êtes cordialement invité à une soirée de célébration formelle au domaine Lambert pour honorer l'union de notre fils Gaspard Lambert et mademoiselle Odile Fay. Il n'était pas écrit, mes fiançailles, il était écrit, de notre fils. La différence ne m'a pas échappé. Gaspard a appelé une heure plus tard, juste au moment où je sortais d'un appel client. Sa voix était joyeuse, un peu trop répétée. Tu as reçu l'invitation, chérie? Je l'ai, ai-je dit, tenant toujours la carte. Très royal de leur part. Il a ri nerveusement. C'est la tradition. Juste une soirée où mes parents veulent faire bonne impression. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais déjà passé assez de temps avec eux pour savoir que la famille Lambert ne faisait pas d'impression, elle prenait des décisions. Le soir suivant, la pluie printanière laissait un éclat humide sur l'allée alors que je sortais de la voiture. Le domaine Lambert ressemblait à quelque chose tiré d'un catalogue immobilier de luxe, des haies impeccables, une allée suffisamment large pour des cortèges et trop de verre pour se sentir chez soi, plus comme un showroom. Froid, contrôlé. Un voiturier a pris mes clés sans un mot. À la porte, j'ai été accueilli par une femme en soie marine qui sentait les roses et qui m'a instantanément déplu. Mademoiselle Fay, a-t-elle dit en me jetant à peine un coup d'œil, par ici. À l'intérieur, tout brillait, sol en marbre, air frais, portrait de famille trop grand pour être ignoré. L'un de Gaspard enfant trônait au-dessus de la cheminée, nœud papillon, boucle blonde, ayant déjà l'air de se croire plus important que quiconque dans la pièce. Le dîner se tenait dans la salle à manger en contrebas, un choix architectural destiné à faire sentir tout le monde petit, et je l'ai ressenti, même avec des talons. Gaspard s'est levé quand je suis entré, un bref sourire éclairant son visage. Il ne s'est pas approché pour me saluer, il a juste fait un geste vers la chaise à côté de la sienne, comme si j'étais une invitée dont il ne savait pas trop quoi faire. Je me suis assise, j'ai essayé de sourire. Régis Lambert a hoché poliment la tête. Isolde, sa femme, ma future belle-mère, m'a examiné comme si j'étais un objet aux enchères. Odile, a-t-elle ronronné, bienvenue. Nous sommes si heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Je voulais la croire, vraiment. La conversation est restée sur leurs termes, investissement, héritage, dons, terrain de golf dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai essayé d'intervenir une fois, mentionnant une clinique communautaire que mon cabinet avait aidé à restructurer. Isolde a cligné lentement des yeux. Comme c'est charmant, a-t-elle murmuré en levant son verre de vin. Gaspard était inhabituellement silencieux, comme un homme essayant de ne pas respirer trop fort dans sa propre maison. Chaque fois que nos regards se croisaient, il me donnait ce demi-sourire apologétique, comme si cela comptait pour quelque chose. Le dessert était des tartelettes au citron, douces, acidulées et piquantes, exactement comme elle. Puis Isolde s'est levée. « J'espère que vous avez tous apprécié le repas », a-t-elle dit en tapotant doucement son verre. Mais avant de porter un toast à la famille, nous avons une petite tradition. J'aurais dû me douter de quelque chose. La pièce est tombée dans ce silence anticipatif que les gens ont quand ils partagent un secret. Elle a soulevé une enveloppe en velours noir du buffet et l'a placée devant moi. Nous demandons juste à nos nouveaux membres de la famille de prendre acte d'une petite formalité, a-t-elle dit, les lèvres courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai ouvert lentement.
Un contrat de mariage. 6 pages imprimées sur du papier légal épais, tous les biens restent séparés, aucune réclamation en cas de divorce, aucune participation à la fiducie familiale, aucun héritage. Rien. Gaspard n'a pas dit un mot. Il n'a pas tendu la main, n'a pas secoué la tête, il est juste resté immobile, la mâchoire serrée. J'étais encore en train de digérer quand il a fait glisser quelque chose de petit vers moi, un stylo doré, élégant, gravé, Gaspard et Odile, toujours. Il me l'avait donné en entrant, juste une petite chose, avait-il dit d'une voix chaleureuse, pour marquer le prochain chapitre. J'avais trouvé ça romantique. Maintenant, il était là, à côté d'un document légal qui me privait de toute sécurité si les choses tournaient mal, et ce même stylo devait me faire signer mon silence. Je l'ai regardé à nouveau. Toujours rien. Pas même un murmure de protestation. Isolde s'est penchée légèrement. C'est juste une précaution, ma chère, a-t-elle dit, au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Nous voulons nous assurer que vous ne repartiez avec rien de ce que vous n'aviez pas en arrivant. Cette dernière phrase a frappé comme une gifle, vêtue de soie et de sucre, mais elle a tout de même piqué. Je suis resté assise un long moment, laissant le silence fleurir autour de moi. La pièce attendait. Quelques-uns ont ricané. Un cousin de Gaspard sirotait son cognac avec un air entendu. Finalement, j'ai pris le stylo, l'ai fait tourner dans ma main, puis l'ai doucement remis dans sa boîte. Je ne suis pas sûr de ce dans quoi je suis entré ce soir, ai-je dit calmement, mais cela ne ressemble pas à un accueil. Je me suis levé, pas de drame, pas de cri, juste une calme certitude. En reculant, j'ai surpris l'expression d'Isolde, calme, presque satisfaite. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri comme si elle avait gagné. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi, même si tout en moi me suppliait une fin bruyante. Je suis simplement sorti de cette maison, mes talons claquant sur les sols de marbre qui n'auraient jamais semblé accueillir la saleté ou des gens comme moi. Au moment où j'ai atteint ma voiture, les nuages s'étaient ouverts. Une bruine lente et régulière traçait des traînées sur le pare-brise. Je suis resté assise un instant, moteur éteint, la main toujours serrant la boîte de velours avec ce stylo doré à l'intérieur. Il pesait plus qu'il n'aurait dû, pas en grammes, mais par tout ce qu'il signifiait maintenant. J'ai roulé lentement, comme si mon esprit avait besoin que la route s'étire. La pluie traçait les bords du verre, les essuie-glaces tic-tacuaient en rythme régulier, mais le silence à l'intérieur de la voiture était plus assourdissant. Je pouvais encore entendre la façon dont Isolde avait dit, « Alors vous repartez sans rien de ce que vous n'aviez pas en arrivant. » Comme si j'étais une invitée de passage qu'ils escortaient poliment hors de leur navire avant qu'ils ne lèvent l'ancre. Ce qui me rongeait n'était pas seulement sa voix, c'était l'absence de Gaspard à ce moment-là. L'homme qui, autrefois, me serrait la main sous la table quand il pensait que j'étais nerveuse lors des réunions clients, il avait regardé droit devant lui ce soir, comme si mon malaise faisait partie du décor. Les lumières du quartier se sont estompées alors que je tournais dans ma rue. Le domaine Lambert s'est effacé derrière moi, mais je n'ai pas eu l'impression d'être parti. Cette maison m'avait suivi, s'était accrochée à mon manteau, s'était glissée dans les espaces entre mes pensées. Quand je me suis garé dans mon allée, j'ai laissé le moteur tourner un instant de plus. Il y avait un calme dans la pluie qui m'a fait hésiter, comme si je restais assez immobile, le monde se remettrait en place. Il ne l'a pas fait. À l'intérieur, j'ai enlevé mes chaussures et posé mon sac sur le comptoir de la cuisine. La maison sentait la lavande et les vieux livres. Familier. À moi. J'ai allumé les lumières faibles, pris un verre dans le placard et versé de l'eau que je n'ai pas bu. Mon téléphone a vibré. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier l'écran. Je savais que c'était lui. Je l'ai laissé sonner 3 fois, 4, puis le silence. 10 minutes se sont écoulées, peut-être 12. Puis on a frappé à la porte. Je suis resté immobile. Un autre coup, plus ferme cette fois. J'ai traversé le salon, me suis arrêté la main sur la poignée, et j'ai ouvert. Gaspard se tenait là, trempé, sans parapluie. Sa chemise collée à lui, le col froissé, les cheveux en désordre. Il avait l'air petit. Pas comme l'homme qui m'avait autrefois tenu en silence quand j'avais reçu de mauvaises nouvelles. Il ressemblait à quelqu'un qui avait laissé le silence parler pour lui et le regrettait maintenant. Je ne savais pas qu'elle allait te le sortir comme ça, a-t-il dit, sa voix basse. Je ne me suis pas écarté. Je ne l'ai pas laissé entrer. C'était censé être une formalité, quelque chose de légal. Je lui ai dit de ne pas faire ça comme ça. Elle n'a pas écouté.
J'ai appuyé mon épaule contre l'encadrement de la porte. Mais tu n'as rien fait. Il a dégluti. Des gouttes de pluie tombaient de ses cils. Je me suis figé. Je ne voulais gêner personne. J'ai soutenu son regard. Tu ne voulais pas gêner ta mère. Il a cligné des yeux. Elle est juste. Elle a toujours été très exigeante. J'ai expiré par le nez. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu ne le haises pas, je ne suis pas elle, a-t-il dit rapidement. Odile, allez, tu me connais. Non, ai-je dit calmement. Ce soir m'a fait me demander si je t'ai déjà vraiment connu. Sa bouche s'est ouverte comme s'il avait plus à dire, mais aucun mot n'est sorti. Je ne l'ai pas invité à essayer plus fort. J'ai fermé la porte doucement. Le loquet a cliqué. Ce n'est qu'alors que mes jambes ont commencé à trembler. Je suis retourné à la cuisine, j'ai allumé la lumière au-dessus et j'ai regardé le stylo sur le comptoir. Il brillait sur le granit. Gaspard et Odile, toujours. Toujours quoi? Je me suis affalé contre les placards, le verre toujours à la main, les genoux ramenés à ma poitrine. La maison autour de moi était silencieuse, mais à l'intérieur, le bruit était assourdissant. Ce genre de blessure, celle où quelqu'un ne vous choisit pas ouvertement, s'installe profondément. J'aurais préféré qu'il crie, au moins j'aurais su où il se situait. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que c'est ainsi que fonctionnent les familles riches, que les papiers légaux font partie de leur langage amoureux, que ce n'était pas personnel. Mais ça l'était. Parce que le silence est personnel. Le silence dit, je t'ai vu te noyer et j'ai regardé. Vers minuit, je me suis levé, j'ai versé l'eau dans l'évier, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler son nom, les appels manqués. J'ai appuyé sur « Sophie ». Elle a décroché au deuxième coup. « Tu ne l'as pas signé, n'est-ce pas » a-t-elle demandé avant que je ne dise un mot. « Non » ai-je murmuré. Puis ma voix s'est brisée. Mais je ne sais plus à quoi je suis fiancé. Elle est restée silencieuse. Pas le silence qui blesse, mais celui qui écoute. « Tu n'es pas folle » a-t-elle finalement dit. Cela, ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Un test. Un que tu ne savais même pas que tu passais. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fermé les yeux. Sophie a continué, écoute-moi. J'ai vu des familles comme la leur dévorer des gens parce qu'elles pensent que l'argent les rend des dieux. Mais l'argent ne réécrit pas la décence. J'ai de nouveau regardé le stylo. Je pensais qu'il était différent. Alors peut-être est-il temps que tu commences à te demander à quoi ils sont fiancés, a-t-elle dit, sa voix s'aiguisant. Odile, on ne va pas à la guerre des armées. Appelle-moi demain matin. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. La pluie avait cessé, mais en moi, la tempête venait de commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai ouvert chaque fichier, chaque email, tout ce que j'avais toujours ignoré. Le curseur clignotait dans la barre de recherche comme s'il me défiait. Minuit a rampé au-delà d'1h30, puis 2h40. Ce n'était pas seulement de l'insomnie, c'était quelque chose de plus lourd, comme si mon esprit avait décidé, sans ma permission, que le repos n'était pas mérité tant que la vérité n'était pas révélée. Chaque dossier sur mon disque dur ressemblait à une scène de crime, assez innocent en surface photos de vacances, confirmation de RSVP, anciens messages vocaux mais enfouis entre eux se trouvaient des moments négligés auxquels je n'avais jamais prêté attention. Maintenant, chaque geste inoffensif semblait chargé. Le premier véritable accroc est survenu à 3h11 du matin, un vieux PDF intitulé « Résumé de planification des fiançailles Lambert ». Je me suis souvenu qu'Isolde l'avait envoyé il y a 6 mois. À l'époque, je l'avais survolé et répondu avec un emoji cœur. Mais maintenant, j'ai lu chaque mot lentement. C'était là, à la page 5, une clause que j'avais sautée. En cas de mariage où le contrat de mariage est refusé ou non signé par la partie non Lambert, ladite partie sera exclue de toute participation aux avoirs Lambert, y compris, mais sans illimité, l'inclusion dans le patrimoine, les postes au conseil exécutif et les gains d'actionnaires dérivés des fiducies familiales. Je me suis affalé. Il ne s'agissait pas de protéger Gaspard. Il s'agissait de m'exclure avant même que je n'entre. J'ai ouvert un autre fichier, puis un autre. Chaque document qu'Isolde avait transmis, chaque invitation à dîner qui semblait chaleureuse en surface mais portait un sous-entendu subtil. Les phrases se répétaient comme un refrain que je n'avais jamais saisi, nous avons déjà choisi un traiteur, nous avons réservé le lieu selon la politique de la Fondation Lambert,
pas besoin de vous soucier des fleurs, nous utilisons notre fournisseur familial depuis des décennies. Mon nom était toujours dans la boucle, mais jamais au centre. J'étais en copie, jamais consulté. Vers 5 heures du matin, les yeux brûlants, j'ai préparé une tasse de café instantané, arpentant ma petite cuisine. J'ai regardé par la fenêtre alors que Bordeaux commençait à s'éveiller. Un camion poubelle a grondé, le chien de quelqu'un a aboyé 2 fois, puis est tombé silencieux. Le calme a rendu la pensée plus forte, ils n'avaient jamais voulu que je fasse partie de leur famille. Ils voulaient que je gravite autour, polie, silencieuse, reconnaissante. Et soudain, je me suis souvenu de quelque chose que Régis Lambert m'avait dit un jour lors d'un brunch, à l'époque où nous commencions tout juste à nous connaître. Il avait souri, coupé son omelette et dit « Nous ne sommes pas du genre à nous faire des ennemis à cause de complications. Nous les empêchons juste de toucher au domaine. » Je n'avais pas compris à l'époque, mais maintenant je savais exactement ce qu'il voulait dire. Une vibration sur mon téléphone m'a tiré de ma rêverie. 6h14 du matin. Un message de Sophie. Odile, vérifie la date de cette clause. Elle a été ajoutée 6 mois avant que tu ne le rencontres. J'ai cligné des yeux, ma main serrant le bord du comptoir. J'ai trouvé les métadonnées. Effectivement, horodatage, 2 avril, il y a 2 ans. J'ai rencontré Gaspard le 10 octobre. Donc, ils ont rédigé cette clause en préparation avant que je n'entre dans leur orbite, avant toute véritable connexion, avant un premier baiser. Mon estomac s'est tordu, non pas de chagrin, mais d'une étrange clarté acide. Ce n'était pas une mère trop protectrice. Ce n'était pas un cas de vieille richesse prudente. C'était une stratégie. J'étais un risque. Un qu'ils avaient vu venir. Un pour lequel ils avaient planifié. Et Gaspard? Il ne me l'a jamais dit. Pas une seule fois. L'heure suivante, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé de rage. J'ai saisi un bloc-notes jaune et j'ai commencé à écrire une liste, tout ce que j'avais jamais contribué financièrement, légalement, émotionnellement. J'ai sorti des reçus, des captures d'écran, même cette fois où j'avais réécrit la demande de subvention pour l'aile biotechnologique de la Fondation Lambert parce que leur consultant avait utilisé ChatGPT et massacré le langage. Ils ne m'ont jamais crédité, mais j'avais toujours les brouillons. Un autre message est apparu. Sophie, encore. Ça va? J'ai tapé, ça va. Puis, alors que le soleil se levait, jetant une lumière pâle sur mes papiers et les pense-bêtes que j'avais éparpillés sur la table de cuisine, le téléphone a sonné. Régis. J'ai fixé son nom un moment, puis j'ai décroché. Odile, a-t-il dit avec la même voix de baryton calme qu'il utilisait toujours, écoutez, je voulais éclaircir les choses avant que cela ne devienne trop dramatique. Je n'ai pas répondu, a-t-il continué. Toute cette histoire de contrat de mariage, ce n'est pas à propos de vous. C'est la tradition. Notre famille a déjà été blessée. Nous avons eu des pertes, financières et autres. C'est juste un protocole. Est-ce ce que je suis pour vous, ai-je dit, ma voix plate. Un protocole? Une longue pause. Je dis que ce n'est pas personnel, ma chère. Vous êtes intelligente, vous comprenez. Je comprenais. Je comprenais fort et clair. Ce n'était pas une famille, c'était une forteresse. Et j'avais été invité dans le hall d'entrée, mais jamais destiné à franchir la deuxième porte. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone face cachée et je suis resté très immobile. Pas de larmes. Juste des notes. Chaque nom. Chaque clause. Chaque omission. Ils pensaient que je ne lirais pas les petits caractères. Ils pensaient que je sourirais joliment et que je signerais mon avenir, juste pour m'asseoir à leur table. Mais ils avaient oublié quelque chose, j'avais passé ma vie à construire le mien. Et maintenant, ils m'avaient appris exactement comment il fonctionne. Grâce à eux, je savais exactement par où commencer. Ce matin-là, j'ai conduit directement au palais de justice, et non pour une licence de mariage. L'air extérieur portait encore la fraîcheur de l'aube. Bordeaux ne s'était pas encore tout à fait réveillé. Les cafés venaient juste d'ouvrir, les éboueurs finissaient leur tournée. Je me suis garé devant le palais de justice, les mains serrées sur le volant. Mes yeux piquaient par manque de sommeil, mais à l'intérieur, j'étais plus alerte que jamais. Sophie m'attendait déjà près des marches d'entrée, tenant 2 tasses de voyage et une enveloppe suffisamment épaisse pour suggérer qu'elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. J'ai sorti les dossiers de fiducie de la famille Lambert, a-t-elle dit sans préambule.
vous allez vouloir vous asseoir pour ça. À l'intérieur, le palais de justice était principalement silencieux, juste quelques avocats qui s'affairaient, une paire de greffiers riant doucement près de l'ascenseur. Nous avons trouvé un banc dans un couloir bien éclairé et Sophie a ouvert son ordinateur portable. Cette clause, a-t-elle désigné l'écran en le tapotant avec son stylo, elle n'était pas seulement enfouie dans les statuts de la fondation, elle a été soumise 6 mois avant que vous ne rencontriez Gaspard. Déposée par un mandataire légal lié à Isolde Lambert. J'ai cligné des yeux. Attendez. Vous dites qu'ils ne l'ont pas rédigé pour protéger Gaspard? Ils l'ont rédigé pour vous, Odile, avant même que vous n'entriez en scène? C'était un coup préventif. Une stratégie. Mon estomac s'est retourné. J'ai senti la froide réalité se mettre en place comme des barres d'acier qui se ferment. Je n'étais pas une cible accidentelle. J'avais été sélectionné, positionné, géré. Et ils savaient. Je n'avais pas besoin de demander. À ce moment-là, je savais. J'ai appuyé ma paume contre ma poitrine, essayant de calmer la douleur qui montait. Tous ces dîners où il disait « Ma mère est juste un peu vieille mode ». Toutes ces fois où il a balayé mes questions sur le contrat de mariage comme de la simple paperasse, et moi, je l'avais mis sur le compte du trac, de la tradition, du fait d'être une étrangère. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le lambris en bois du couloir. M'a-t-il jamais aimé? Sophie a détourné le regard. Ce silence, tendu, respectueux, était plus assourdissant que n'importe quelle réponse. Nous sommes partis peu après. Il n'y avait plus rien à découvrir, et je n'avais plus envie de jouer les détectives. Nous nous sommes séparés dehors. Elle avait une déposition, et je lui ai dit que j'avais besoin d'une longue douche et peut-être d'un café plus fort. Mais quand je suis rentré à mon appartement, il y avait un petit colis sur le pas de ma porte. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette de livraison. Juste une boîte noire mat avec un seau de cire que j'ai immédiatement reconnu, celui de mon père. Mon cœur a fait un bond. Je suis resté là pendant une minute entière avant de me pencher pour le ramasser. À l'intérieur, enveloppé dans de simples dossiers en carton, se trouvait une seule note, de la main de mon père, si cela vous parvient, cela signifie que le moment est venu. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais les dossiers. Il y avait des documents officiels, des copies d'un testament mis à jour, des lettres notariées et un certificat de fiducie traité par un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Les dates étaient récentes, quelques jours avant son décès. Les lettres décrivaient un transfert d'actifs, un compte privé en Auvergne et la propriété de terres familiales non développées dans les collines de la Bourgogne, longtemps supposées perdues à cause des impôts. La valeur totale estimée, 29 millions d'euros. Je me suis effondré sur le sol, non pas à cause du chiffre, ni même à cause de la surprise, mais parce que mon père compliqué, rigide, jamais chaleureux m'avait laissé quelque chose de réel, quelque chose de durable. Il n'avait pas dit « Je suis fier de toi ». Il ne m'avait pas serré dans ses bras la dernière fois que je l'avais vu. Mais ça, c'était lui qui disait, à sa manière étrange, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. Les larmes sont venues lentement, doucement. Le genre qui ne secoue pas le corps, qui vous submerge juste comme une marée que vous ne combattez pas. Et quelque part dans ce silence, il est devenu clair, je n'épousais pas leur famille. Ils s'étaient frayé un chemin dans la mienne. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai placé les documents dans mon coffre-fort, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai appelé Sophie. Elle a décroché au deuxième coup. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai souri doucement. Je vais mieux que bien. Pause. J'ai besoin que tu prépares des papiers, ai-je dit, parce que demain, je vais au domaine Lambert. Une autre pause. Et cette fois, j'apporte mon propre stylo. Ils m'ont accueilli avec du champagne et des sourires. J'ai levé mon verre et leur ai rendu leur sourire, mais cette fois, je ne me sentais plus comme une invitée chez eux. J'ai traversé le même hall, remarquant maintenant le petit éclat sur le coin de la colonne de marbre, la légère irrégularité dans le motif du carrelage sous le tapis d'entrée. L'endroit ne semblait plus intouchable. C'était juste une maison. Chère, oui. Imposante, bien sûr. Mais pas sacrée. Gaspard s'est approché le premier. Son blazer bleu marine était bien coupé, mais la tension dans ses épaules le trahissait. « Tu as bonne mine », a-t-il dit d'une voix basse. J'ai hoché la tête, gardant mon manteau un instant de plus. « Merci. Merci de m'avoir invité à nouveau. » Derrière lui, Isolde se tenait vêtue de la même soie que la dernière fois, mais aujourd'hui, ses boucles d'oreilles scintillaient comme si elles avaient un endroit où être.
Nous sommes si heureux que vous ayez pu nous rejoindre à nouveau, a-t-elle dit avec une douceur étudiée. J'ai aussi apporté quelque chose, ai-je dit en posant mon sac en cuir sur le buffet près de la salle à manger. Ses sourcils se sont légèrement levés. Comme c'est attentionné. Nous nous sommes tous dirigés vers le salon formel, celui dont je me souvenais du premier déjeuner gênant. Seulement cette fois, je n'ai pas reculé quand Régis Lambert a tiré ma chaise. Je me suis assise lentement, avec intention. Le déjeuner était artistiquement présenté, canard rôti, un risotto à la truffe, des poires coupées avec du fromage ou toute chose qu'on ne servirait qu'à quelqu'un qu'on veut impressionner ou distraire. La conversation a porté sur la politique, les ventes aux enchères d'art et les fiançailles d'un cousin à Cannes. Personne n'a mentionné la dernière fois que nous nous étions assis ici. Personne n'a mentionné la clause, ni le dossier, ni le silence. J'ai joué le jeu, laissant mon sourire flotter là où il devait être. J'ai hoché la tête quand Régis a fait remarquer à quel point j'étais posé aujourd'hui. La contenance, a-t-il dit avec un sourire, est quelque chose que nous valorisons dans cette famille. Isolde a ajouté doucement, ses yeux retenant les miens pendant une demi-seconde de trop. Vous apprenez comment fonctionne notre famille, Odile. Je dois dire que cela vous va bien. J'ai posé ma fourchette et j'ai pris mon verre d'eau. Merci, ai-je dit, retenant les mots qui attendaient leur tour. Les assiettes ont été débarrassées, le champagne a été versé. J'ai remarqué Isolde regardant Gaspard, puis moi, puis Gaspard de nouveau. Elle s'attendait à quelque chose, mais elle ne savait pas ce qui allait arriver. Le majordome a proposé de remplir les verres, mais j'ai levé la main. Avant que nous ne portions un toast, ai-je dit en poussant légèrement ma chaise, j'aimerais dire quelque chose. Tout le monde s'est tourné. J'ai fouillé dans mon sac en cuir et j'ai sorti un simple dossier bleu marine. Je l'ai posé sur la table devant Gaspard et Isolde. Qu'est-ce que c'est, a demandé Gaspard, baissant les yeux sans l'ouvrir. C'est mon contrat de mariage, ai-je dit calmement. Une petite tradition familiale de mon côté. La pièce s'est figée. Les doigts d'Isolde se sont immobilisés autour de sa flûte. Excusez-moi. Je me suis penché juste assez pour garder un ton conversationnel. C'est assez simple, accès conjoint à tous les revenus futurs, contrôle conjoint des investissements, droit de propriété intellectuelle partagé sur toute marque, média ou entreprise que nous construisons pendant le mariage. Et j'ai tapoté le coin du dossier. Si c'est signé, cela annule d'abord toutes les clauses précédentes, y compris les dispositions fiduciaires initiées par des parties extérieures. Le silence a sonné comme une cloche. Régis s'est éclairci la gorge brusquement. C'est une blague ? Non, ai-je dit en levant mon verre, mais sans boire. J'ai juste pensé que, puisque nous aimons tous tellement les contrats, autant profiter de contrats mutuellement avantageux. Gaspard a regardé le dossier comme s'il était écrit dans une autre langue. La bouche d'Isolde s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. C'est exécutoire, a finalement demandé Gaspard. Je l'ai regardé, laissant les années de questions que je n'avais jamais posées remonter juste assez dans mes yeux. C'est signé, daté, attesté. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la vôtre. Mais... a coupé Isolde, sa voix tendue. Pourquoi maintenant ? J'ai doucement incliné la tête. Parce qu'on m'a dit plus d'une fois que je devais savoir où je mettais les pieds, et c'est le cas. J'ai juste pensé que vous aussi, peut-être. Vous ne pouvez pas sérieusement vous attendre à ce qu'il signe ça, a marmonné Régis. Oh, mais si, ai-je dit en posant mon champagne. Et vous devrez signer aujourd'hui, ou les fiançailles sont rompues. Gaspard a repoussé sa chaise, la faisant presque heurter le bord de la table. Tu bluffes. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac, lentement, et j'ai placé le stylo doré de mon père à côté du dossier. Celui qu'il utilisait pour chaque contrat final. Celui que je n'avais pas touché depuis 5 mois. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le stylo brillait sous la lumière du lustre, comme s'il avait attendu des années ce moment. Mais je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait de le poser sur la table suffisait. Régis s'est éclairci la gorge, ses yeux allant de moi à Gaspard comme s'il calculait le coût de chaque seconde qui passait. Je pense que nous devrions consulter nos avocats, a-t-il dit finalement, se tournant légèrement vers le couloir derrière lui. Un instant plus tard, l'un de leurs avocats internes est apparu. Je l'ai reconnu. François. François Leclerc mettait trop d'eau de Cologne. Il m'appelait toujours, mademoiselle, même après l'annonce des fiançailles.
Les lèvres de François se sont serrées alors qu'il entrait dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut un contrat de mariage, a dit Régis. Gaspard a ricané. Non, elle exige que je signe son contrat de mariage. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Juste une petite tradition de mon côté, ai-je répondu, les yeux sur François. Et avant que vous ne demandiez, oui, c'est notarié, revu, et cela annule tout brouillon antérieur non signé mutuellement. François a regardé Régis, attendant des instructions, mais Régis n'a pas parlé. Isolde, si. C'est absurde, a-t-elle claqué. Vous ne pouvez pas débarquer et vous attendre à ce que nous jetions des décennies de planification parce que vous avez eu un bon avocat et un moment dramatique. J'ai souri. En fait, si. Elle a rouvert la bouche, mais j'ai fouillé dans mon sac, pas pressée, pas agressive, et j'ai sorti une deuxième enveloppe, couleur crème, plus épaisse, avec un seau de cire le blason de mon père toujours intact. Je l'ai glissé à François. Ceci était inclus dans les documents successoraux de mon père, datés d'il y a 8 mois avant les fiançailles. Vous y trouverez une déclaration notariée confirmant mon statut d'unique héritière de toute propriété intellectuelle sous la fiducie fait, y compris les redevances résiduelles de participation du Moulin Bleu. De plus, j'ai fait une pause pour les faits alors que François ouvrait l'enveloppe et parcourait une clause. Si j'entre dans une union avec une autre famille d'héritiers, les avoirs de la fiducie fait restent protégés, à moins que l'autre partie n'accepte une transparence totale des actifs. Sinon, la fusion est nulle. Ça inclut l'accès aux médias, les marques déposées et le nom. Isolde, horrifiée, je me suis tourné vers elle, adoucissant ma voix, cela inclut votre magazine Lifestyle, au fait, celui que vous essayez de relancer en utilisant mon nom dans la campagne promotionnelle. Elle a cligné rapidement des yeux mais n'a pas discuté. François a déplié un plus petit morceau de papier, vieilli au coin. Il s'est éclairci la gorge, a hésité, puis a lu, s'ils tentent jamais de vous rabaisser, rappelez-leur à quelle lignée ils se marient. J'ai reconnu l'écriture de mon père. Il avait toujours dit plus avec moins. Gaspard est resté figé, la bouche légèrement ouverte, comme s'il ne savait pas s'il devait crier ou disparaître. Quand il a finalement parlé, sa voix s'est brisée. Ce n'est pas juste. Je me suis tourné vers lui, posé. Ce n'était pas juste non plus de me demander d'entrer dans votre maison, dans votre famille, à bras ouverts, pour me tendre un document destiné à me dépouiller, tout en souriant, pendant que tu restais silencieux. Il a baissé les yeux. Régis a soupiré bruyamment. Gaspard, signe ce maudit papier. Isolde a tressailli comme si quelqu'un l'avait giflé. Régis, tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux, a-t-il claqué. Tu voulais une alliance Lambert, eh bien la voilà. Mais plus à tes conditions. Gaspard a regardé le stylo comme s'il allait le mordre, puis, avec un tremblement presque imperceptible des doigts, il l'a pris, l'a cliqué et a signé. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête une fois, puis j'ai doucement pris le dossier, les plié et les remis dans mon sac. Je me suis levé. Merci de votre temps. Pas d'applaudissements, pas de mots, juste le bruit du cuir contre le tissu alors que j'enfilais mon manteau et me dirigeais vers la porte. François me l'a ouverte, étrangement respectueux maintenant. Peut-être qu'il voyait quelque chose qu'il ne voyait pas. Le vent dehors mordait mes joues, fin d'automne, vif et honnête. Ma voiture était garée au bas de l'allée du domaine, après la fontaine que Gaspard avait un jour plaisanté vouloir rénover en mon nom. Je l'ai atteinte à pas mesurés, sans me presser. Je ne courais pas. Je ne m'échappais pas. À l'intérieur de la voiture, j'ai fermé doucement la porte derrière moi. Le silence était un réconfort dont je ne savais pas que j'avais manqué. J'ai posé mes 2 mains sur le volant et je suis restée assise. Puis, c'est venu. Pas des sanglots bruyants, pas le genre de chagrin qui vous défait, juste des larmes silencieuses, chaudes, régulières, humaines. Tout ce qui est brisé ne mérite pas d'être réparé, mais parfois, il mérite d'être vu. Et j'avais été vu. Enfin. Pas pour leur commodité, pas pour ce que je pouvais offrir, mais pour le poids de qui j'étais, par moi-même. J'ai pris mon téléphone. 2 appels manqués de Sophie et un message vocal. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était basse, essoufflée. Tu es assise? Tu vas vouloir entendre ce que Lucie vient de laisser fuiter. J'ai refermé doucement la portière de la voiture, me suis rassis dans mon siège et j'ai laissé le calme s'installer pendant quelques longues secondes. Le seul bruit était le doux ronronnement du moteur. Mes mains étaient toujours sur le volant, mais elles ne serraient plus.
Le portail du domaine Lambert se profilait derrière moi dans le rétroviseur. Il semblait lointain, comme quelque chose que j'avais déjà laissé derrière moi émotionnellement, même si je n'avais pas bougé d'un pouce. Puis est venue la vibration. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti mon téléphone. Un nouveau message vocal de Sophie. J'ai appuyé sur lecture. Odile, c'est Sophie. Tu es assise? Tu vas vouloir entendre ce que Lucie vient de laisser fuiter. J'ai mis l'appel sur haut-parleur et je l'ai laissé se rejouer. Cette fois, sans le brouillard du choc qui obscurcissait mes oreilles. Lucie, la jeune assistante de la RP Lambert, à peine sortie de l'université, discrète, toujours blottie derrière un ordinateur portable lors des réunions. Je me souvenais de ses yeux écarquillés, observant plus que parlant. La voix de Sophie a continué, elle a laissé fuiter la proposition interne, celle qu'ils ont présentée à leur conseil il y a 6 mois. L'objet disait, stratégie de fusion matrimoniale au positionnement T4 et Odile, tes photos à la diapositive 3. Mon souffle s'est coupé. Puis j'ai expiré lentement, délibérément, comme si je posais un poids dont je ne savais pas que je le portais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone sur le tableau de bord comme quelqu'un le ferait dans un film. Au lieu de ça, j'ai juste murmuré à personne, bien sûr qu'ils l'ont fait. Toujours dans la voiture, j'ai ouvert le fichier que Sophie m'avait envoyé. Mon pouce a fait défiler pendant que mes yeux parcouraient diapositive après diapositive, tableau, métrique d'amélioration de la marque, brouillon de communiqué de presse. Et là, en gras et centré, utiliser l'engagement stratégique avec Odile Fay, doctorante, narration d'outsider, forte optique de minorité, positionnement pour un arc de rédemption médiatique. Il m'avait écrite comme un plan marketing. Je n'étais même pas une fiancée. J'étais un outil. Un angle de diversité. Une séance photo. Un relooking de marque. J'ai laissé ma tête retomber contre le siège. Le plafond de la voiture ressemblait au même que d'habitude, mais soudain, il semblait trop petit, comme si même l'air avait participé au jeu. J'ai ri, une seule fois, court, vif. Le rire a rebondi sur le pare-brise et a disparu. Il pensait que j'étais un récit, ai-je dit à voix haute, ma voix stable. Je suis un chapitre qu'ils n'auront pas à écrire. Il m'a fallu un certain temps pour démarrer la voiture, peut-être 10 minutes, peut-être 20, je ne sais pas. Mais finalement, j'ai conduit. Pas chez moi, pas encore. Mais au petit café que Sophie avait mentionné que Lucie aimait, niché entre un pressing et un fleuriste. L'endroit sentait les croissants chauds et le marc de café. C'était le genre d'endroit que les gens oublient qu'il existe jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'un endroit privé pour se briser. Lucie était déjà assise à la table du fond, les bras serrés autour de sa tablette, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne la lui arracher. Elle a levé les yeux et a offert un faible sourire. « Bonjour docteur Fay. » Je me suis assise en face d'elle et j'ai secoué doucement la tête. « Odile, c'est bien. Tu n'avais pas à risquer ton travail pour moi. » Ses yeux ont furtivement regardé la porte, puis sont revenus vers moi. Ils ont utilisé ta photo dans 6 brouillons de campagne différents. L'un d'eux avait même une maquette d'un article de Vogue, L'amour moderne rencontre la richesse héréditaire. Elle a poussé la tablette vers moi. Les emails sont arrivés ensuite, des dizaines d'entre eux. Des chaînes internes de l'oncle de Gaspard, des chefs de RP, même Isolde intervenant avec des commentaires comme « Son histoire va magnifiquement s'intégrer dans l'article du Times, l'hésitation de Gaspard est émotionnelle, pas stratégique. » J'ai fixé cette phrase un long moment. Hésitation. Pas amour. Pas doute. Juste stratégie. La voix de Lucie a brisé le silence. Il a pleuré quand il a appris pour ton héritage, a-t-elle dit doucement. Il a dit à son père, maintenant, nous pouvons enfin être égaux. C'était la seule fois où je l'ai entendu dire quelque chose de lointainement sincère. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai cherché mon téléphone dans mon sac. Merci, Lucie, ai-je dit, et je le pensais. Ce n'était plus qu'une fuite, c'était une clarté. Elle a baissé les yeux. Ils vont vous blâmer. J'ai souri doucement. Laissez-les. Je suis sorti et j'ai appelé Sophie. Mettons en place le compte de la fondation aujourd'hui, ai-je dit en marchant vers ma voiture, et retirons le domaine Lambert de toutes les listes de partenariats actives. Je ne veux pas que leur nom soit près du mien. Sophie n'a pas posé de questions, a juste répondu, déjà fait. Et, Odile, je suis fier de toi. Ce soir-là, de retour dans mon appartement,
je me suis versé une tasse de thé que je ne voulais pas vraiment et je me suis assise près de la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient au loin, calmes et indifférentes. Je me suis connecté au portail d'événements, notre site de mariage. En haut, une bannière, événement annulé en raison de récentes préoccupations de confidentialité et d'interférences de tiers. La famille Lambert regrette d'annoncer le report indéfini du mariage Lambert-Fay. En dessous, un message d'Isolde, aseptisé et vague, sous-entendant que j'avais enfreint la confidentialité. Je n'ai pas bronché. J'ai cliqué sur le bouton de réponse et j'ai discrètement téléchargé un fichier zip, 27 pages de mails internes, de brouillons, de présentation, et la diapositive de couverture avec mon visage estampillé sous les mots « Stratégie de repositionnement d'actifs T4 ». Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas de message. Pas de légende. Juste la vérité. Je ne me suis pas pressé. Après avoir téléchargé le dernier fichier, je me suis rassis dans ma chaise, j'ai laissé le silence s'étirer dans mon appartement et j'ai regardé l'icône tournante clignoter puis disparaître. Le paquet entier, les 27 pages de manipulation soigneusement formulées, avaient été envoyés non seulement au groupe de surveillance juridique, mais à 3 journalistes en qui j'avais confiance, un du Monde, un du Figaro, et le troisième, un ancien professeur devenu chroniqueur qui m'avait un jour mis en garde contre des familles comme les Lambert. Puis, les 2 mains fermes, j'ai tapé une déclaration publique et j'ai appuyé sur « Publier ». Je n'ai rien à gagner, mais d'autres méritent de savoir quand les familles jouent à Dieu avec les réputations et l'amour. Pas de hashtag. Pas de drame. Juste de la clarté. Il a fallu 23 minutes avant que je ne voie la première alerte. Puis 6 de plus. Puis des centaines. Les emails étaient devenus viraux. Au moment où j'ai actualisé la page, les « documents Lambert » avaient commencé à être tendance sur X. Un clip TikTok montrait une jeune femme résumant la présentation de la proposition devant un tableau blanc, comme une conférence universitaire. Elle avait encerclé les mots « stratégie de fusion matrimoniale » et souligné ma photo, demandant à ses spectateurs « Épouseriez-vous quelqu'un qui vous a appelé un actif de diversité ?» Ce n'était pas seulement du choc, c'était de l'indignation. Et il ne s'agissait plus seulement de moi. Mon téléphone vibrait constamment. D'anciens collègues dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont envoyé des messages pour dire « Je suis désolé ». L'un a même admis « Je pensais que tu en faisais trop ». Je ne savais pas, bien sûr, le domaine Lambert n'est pas resté silencieux longtemps. Gaspard a publié une déclaration vidéo ce soir-là. Il portait un blazer bleu marine impeccable, sans cravate, debout devant la cheminée de leur propriété familiale en Normandie. Sa voix avait ce ton doux et mesuré que sa mère lui avait soigneusement appris. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je croyais en l'amour et je crois toujours. Cette situation, elle est compliquée. Je demande de la discrétion alors que nos familles traversent ce moment difficile. Il ne m'a pas mentionné une seule fois, pas par mon nom. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car la vague suivante a frappé. À minuit, des sponsors ont commencé à retirer leur argent de la Fondation Lambert. Une initiative contre le cancer des enfants s'est désolidarisée avec un communiqué de presse ferme. L'une des principales marques de mode a mis fin à une collaboration de longue date avec Isolde. Le matin, elle avait démissionné de tous ses postes au conseil d'administration, invoquant publiquement des problèmes de santé. Et l'un des sénateurs d'État qui était apparu sur la présentation RP, il a ouvert une enquête préliminaire sur le lobbying non divulgué via des relations personnelles. Ils n'avaient pas seulement joué à Dieu avec ma vie. Ils avaient aussi essayé de jouer à la politique avec la mine. Cet après-midi-là, je suis resté au bureau. Sophie m'a apporté un sandwich et un thé chaud. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste allumé 2 bougies votives près de la fenêtre et s'est assise en face de moi. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme. J'ai regardé la douce lueur des bougies contre le rebord de la fenêtre en marbre et j'ai finalement laissé mes épaules tomber. Je l'ai regardé et j'ai dit doucement, ce n'est pas une vengeance. C'est une exposition. La vérité n'est pas cruelle. Elle est juste en retard. Elle a tendu la main, m'a serré la main une fois et a hoché la tête. Il était juste après 20h30 quand je me suis rassis à mon bureau. J'ai ouvert le dossier intitulé « Liste d'invités de mariage, moodboard, brouillon de registre de vœux ». Je ne les ai pas fait défiler. J'ai juste fait un clic droit sur le dossier. Supprimer. L'écran a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai cliqué sur « Oui ». Puis, presque par réflexe, j'ai vérifié une dernière fois.
Il y avait un message de Gaspard, envoyé des heures plus tôt. L'objet était vide. À l'intérieur, il n'y avait que 5 mots, « M'as-tu jamais aimé ?» Je l'ai fixé. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de nostalgie. Pas de douleur. Juste une conscience claire et nette que j'avais déjà répondu à cette question à chaque pas que j'avais fait loin de lui. J'ai cliqué sur « Bloquer ». Et juste comme ça, la connexion a pris fin. J'ai éteint mon écran, j'ai pris mon thé et je me suis penché en arrière. J'étais à la moitié de ma deuxième gorgée quand mon ordinateur portable a de nouveau sonné. Un nouveau message. Celui-ci provenait d'un expéditeur inconnu, un petit cabinet basé à Paris. L'objet, nous aimerions financer entièrement votre fondation. Quand pouvons-nous parler? Je n'ai pas seulement reparti avec la vérité. Je suis entré dans quelque chose de plus grand. La boîte de réception a sonné juste après l'aube. Je n'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente, trop d'émotions couraient tranquillement sous la surface. Pas d'adrénaline, pas de vengeance. Juste un soulagement. Le genre qui ne fait aucun bruit quand il vous quitte, mais soudain, vos poumons se souviennent de ce que respirer devrait ressentir. L'objet de l'email clignotait sur mon écran, nous aimerions financer entièrement votre fondation. Quand pouvons-nous parler? L'expéditeur, un cabinet à Paris. J'en avais entendu parler. Vieille richesse, conservateur sur le papier, mais récemment, ils avaient soutenu des projets de défense des droits des femmes, discrètement mais de manière décisive. Ce n'était pas une offre vague, c'était une porte. Et cette fois, j'avais la clé. 3 semaines plus tard, je me tenais sur les marches d'un imposant bâtiment en briques, à seulement 3 pâtés de maison de l'Assemblée nationale. Le genre d'endroit avec des fenêtres dépolies, des rampes polies et une plaque qui ressemblait plus à un héritage qu'à une entreprise. L'ascenseur sentait le cuir neuf et la détermination. Ils offraient un soutien complet, espace de bureau, personnel, budget, soutien médiatique. Mais seulement si j'acceptais d'être le visage de la fondation. Je leur ai donné une phrase. Une condition. Plus de femmes stigmatisées comme brisées ou courageuses. Nous ne jouons pas notre douleur. Nous finançons leur voix. Nous ne parlons pas à leur place. Nous nous tenons à leur côté. Silence. Puis des hochements de tête. Et c'est ainsi que l'initiative Marine a commencé, nommée d'après la femme qui m'avait élevée quand le reste du monde me trouvait gênante, ma grand-mère Marine. Elle me pressait des graines de fleurs sauvages dans la paume de la main et disait, « Tu n'as pas besoin de crier pour changer un endroit. Il suffit de fleurir là où il ne s'y attendait pas. » Maintenant, son nom était gravé dans le verre de notre mur d'entrée. La première campagne, ma propre histoire. Nous l'avons appelée, le coup d'une signature, une série documentaire numérique traçant comment les contrats familiaux, financiers, émotionnels, de réputation enchaînent les femmes dans un silence acceptable. Je n'ai pas bronché. Ni quand le premier article est paru, ni quand le premier panneau publicitaire a été installé en face d'une salle d'événements appartenant au Lambert à Marseille, ni quand ma photo est apparue dans Le Monde sous le titre « La femme qui a refusé d'être achetée et a racheté sa voix ». Je n'ai pas répondu quand Régis Lambert a publié ses excuses soigneusement formulées à la radio nationale. Nous regrettons profondément les erreurs de jugement privé qui sont devenues publiques, a-t-il dit, sa voix ayant ce ton de banquier calme, comme un homme offrant des réductions après une tempête de RP, pas de remords. Isolde a démissionné de tous ses postes au conseil d'administration, citant le stress médical. Gaspard a disparu. Pas de presse, pas de tweet, pas de déclaration. Juste le silence. Le même qu'il utilisait autrefois comme une lame. Je n'ai couru après rien de tout cela. La vérité avait des jambes maintenant. Elle n'avait pas besoin des miennes. Un soir, le bureau était vide. L'équipe de nettoyage était partie. Mes talons claquaient doucement sur le bois poli alors que je traversais jusqu'à mon bureau d'angle. Des fenêtres du sol au plafond encadraient l'Assemblée nationale baignée de lumière du crépuscule. Je me suis versé un petit verre de vin rouge, j'ai laissé le calme s'étirer. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de l'armoire derrière mon bureau, j'ai sorti un mince dossier en cuir, le contrat de mariage original. Mon nom tapé en lettres majuscules. Clause après clause, expliquant comment l'amour avait été réduit à des conditions, à des stratégies de sortie, à la peur de quelqu'un face à mon indépendance. J'ai ouvert un autre tiroir. À l'intérieur, une étiquette métallique, leçon close. J'y ai glissé le dossier, j'ai fermé le tiroir et je l'ai verrouillé. De l'autre côté de la pièce, mon ordinateur a sonné.
Un message de lui. Gaspard. 5 mots, m'as-tu jamais aimé? Je l'ai fixé. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de nostalgie. Pas de douleur. Juste une conscience claire et nette que j'avais déjà répondu à cette question à chaque pas que j'avais fait loin de lui. J'ai cliqué sur « Bloquer ». Et juste comme ça, la connexion a pris fin. J'ai éteint mon écran, j'ai pris mon thé et je me suis penché en arrière. J'étais à la moitié de ma deuxième gorgée quand mon ordinateur portable a de nouveau sonné. Un nouveau message. Celui-ci d'un expéditeur inconnu, un petit cabinet basé à Paris. L'objet, nous aimerions financer entièrement votre fondation. Quand pouvons-nous parler? Je n'ai pas seulement reparti avec la vérité. Je suis entré dans quelque chose de plus grand.